Il y a environ 5000 ans, l'Égypte ancienne est à son apogée. Les hiéroglyphes fleurissent, les temples s'élèvent, et les pharaons commandent certains des projets les plus ambitieux de toute l'histoire humaine. Si je vous demandais maintenant de citer leurs plus grandes réalisations, vous penserez sans doute aux pyramides, aux temples colossaux, et bien sûr, au Sphinx. Cette silhouette de pierre, massive, sereine, un visage humain posé sur un corps de lion. Un gardien silencieux qui veille sur le plateau de Gizeh depuis environ 4500 ans selon nos manuels d'histoire. Le récit officiel dit que le Sphinx aurait été creusé directement dans le plateau rocheux de Gizeh pendant le règne de Khéphren afin de garder l'entrée de son complexe funéraire. Mais imaginez un instant que ce ne soit pas vrai. Imaginez que le Sphinx soit en réalité beaucoup plus ancien. Pas quelques siècles de plus, mais des millénaires. On comprend tout de suite pourquoi cette idée est si polémique. D'abord parce que cela semble voler aux Égyptiens l'un de leurs symboles les plus sacrés. Ensuite parce que cela impliquerait l'existence d'une civilisation avancée, antérieure à l'Égypte elle-même. Enfin parce que cela bouleverse tout ce que nous pensons savoir sur la chronologie humaine. Pour certains c'est du complotisme, d'autres y voient même un parfum de vieille mentalité coloniale. L'idée que des peuples anciens, qui plus est africains, ne pourraient pas avoir accompli tout cela eux-mêmes. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette idée d'un sphinx plus ancien n'est pas née de nulle part. Elle vient de décennies d'observations, de fouilles, de restaurations, de débats et de questions restées sans réponse. Alors, est-ce juste une théorie farfelue, bonne pour des forums complotistes, ou est-ce qu'il y aurait derrière cette idée des éléments concrets ? L'intrigue commence dans les années 20. Un homme joue un rôle clé sans même vraiment s'en rendre compte. Il s'appelle Émile Barrez, ingénieur et archéologue français. Entre 1925 et 1936, il dirige une énorme campagne de dégagement et de restauration du Sphinx. À cette époque, le monument est presque entièrement noyé sous le sable, et pour la première fois depuis l'Antiquité, le corps entier du Sphinx ainsi que les parois rocheuses autour réapparaissent enfin au grand jour. Et là, quelque chose saute aux yeux. La roche est creusée, arrondie, sculptée par des formes d'érosion très particulières. On voit des parois ondulées, comme des vagues. Des cavités arrondies, des fissures verticales profondes qui descendent le long des parois. Des profils qui ne ressemblent pas du tout à l'érosion habituelle du vent et du sable du désert. Barrez, lui, se concentre sur la restauration. Il ne lance pas de grandes théories. Mais ses travaux laissent des photos, des plans, des observations. Et quelques décennies plus tard, un chercheur indépendant va s'y intéresser de très près. John Anthony West. West n'est pas géologue, mais il a l'œil. En étudiant les images et en se rendant sur place, il remarque quelque chose de troublant. Cette érosion autour du Sphinx ne ressemble pas du tout aux effets du vent du désert. Pour lui, ça ressemble à autre chose. De l'eau. De l'eau qui ruisselle, qui tombe du ciel, qui frappe la roche encore et encore. West se dit, si j'ai raison, alors le Sphinx doit être bien plus ancien que ce qu'on raconte. Mais il sait aussi que seul, il ne convaincra personne. Alors, il se tourne vers un spécialiste, un géologue reconnu, Robert Schoch, professeur à l'université de Boston, un expert mondial des formes d'altération du calcaire. Au début des années 90, Robert Schoch accompagne donc John Anthony West sur le plateau de Gizeh. Il observe le corps du Sphinx, mais surtout l'enceinte rocheuse. Et ce qu'il voit, il le connaît très bien. Des profils arrondis, des vagues dans la pierre, des fissures verticales qui descendent le long des parois. Pour lui, il n'y a aucun doute, ce type d'érosion est typique des pluies intenses et prolongées. Pas de tempête de sable, pas de vent sec, de la pluie, et de la pluie sur une très longue période. Pour le vent et le sable, on s'attendrait plutôt à des surfaces piquetées, à de l'abrasion, à des reliefs horizontaux. Pas à ces grandes ondulations verticales. Or, il y a un problème majeur. Au temps de Khéphren, l'Égypte est déjà un désert. Le Sahara est sec comme aujourd'hui et il l'est depuis bien longtemps. Il n'existe tout simplement pas, à cette époque, un climat capable de produire ce type d'érosion. Alors que faire ? Soit on dit que notre compréhension du climat ancien est complètement fausse, soit on admet que le Sphinx est plus ancien que la 4e dynastie. Beaucoup plus ancien. On parle d'une époque où la région recevait encore d'importantes précipitations. Une époque où le Sahara était vert, où le Gizeh d'aujourd'hui n'était pas un désert, mais un paysage fertile. Schoch avance alors une idée folle. Le Sphinx pourrait dater de 9000 ans avant Jésus-Christ, au minimum, et possiblement davantage. Et ce n'est pas le seul indice qui pose question. À Gizeh, il existe un texte peu connu des touristes. On l'appelle la stèle de l'inventaire. Elle a été trouvée sur le plateau de Gizeh et conservée au musée du Caire.
Ce texte raconte que Khéops, le prédécesseur de Képhren, découvre le sphinx déjà en place et déjà érodé, qu'à son époque, ce monument serait donc déjà ancien, et qu'il ne le construit pas, mais plutôt qu'il le restaure. Les égyptologues traditionnels répondent que cette stèle est tardive, gravée plus de 1000 ans après la construction supposée du sphinx, ce qui est vrai. Pour eux, il s'agit d'un texte religieux, d'une réécriture mythologique, pas d'un document historique fiable. Le problème, c'est que l'attribution du sphinx à Képhren repose elle aussi sur une stèle bien plus tardive. La fameuse stèle du rêve, dressée par le pharaon Thoutmôsis IV, est placée entre les pattes du sphinx plus de 1000 ans après sa construction officielle. Donc, une stèle tardive qui va dans le sens du récit officiel est acceptée, une autre stèle tardive qui le contredit est rejetée. Ajoutez à cela un autre élément visible au premier coup d'œil, les proportions du sphinx. Le corps est massif, la tête, elle, est beaucoup trop petite. Elle rompt complètement l'équilibre général. Et quand on connaît le sens des proportions des Égyptiens, c'est très surprenant. Beaucoup de chercheurs ont relevé ce problème. Ils notent aussi que la tête a l'air moins érodée que le corps. Elle paraît plus fraîche, plus nette, comme si elle avait été retravaillée, resculptée à une époque plus récente. C'est de là que vient l'idée suivante. Et si le sphinx, à l'origine, avait une autre tête? Puisqu'il s'agit d'un corps de lion, on pourrait imaginer une tête de lion, massive et proportionnée au reste du corps. On sait que durant les temps prédynastiques, les lions sont des symboles forts en Égypte, symboles de pouvoir, de souveraineté, d'ordre cosmique. On retrouve des lions couchés sur des palettes, des reliefs, des objets très anciens. La posture du sphinx, étendue face à l'horizon, correspond exactement à cette iconographie. Imaginez alors un ancien lion de pierre, sculpté à une époque reculée, puis redécouvert, réapproprié par les Égyptiens. La tête aurait alors été retaillée durant l'Égypte pharaonique. Pour comprendre la suite, nous devons maintenant parler du rapport qu'avaient les Égyptiens avec le ciel. Les Égyptiens étaient obsédés par les étoiles. Ils vivaient avec l'idée que l'ordre du ciel devait se refléter sur terre. Ce qui est en haut se manifeste en bas. Ça veut dire des temples qui s'alignent sur certaines étoiles, des processions qui suivent le cours du soleil, des ensembles monumentaux qui reproduisent des motifs célestes. Ce principe plonge ses racines dans l'Égypte prédynastique la plus ancienne. C'est là que nous devons parler d'une des théories les plus fascinantes, et sans doute l'une des plus abouties concernant l'un des objectifs du Sphinx et du plateau de Gizeh. Il s'agit du travail de Robert Bauval, ingénieur civil belgo-égyptien, qui consacra une grande partie de sa carrière à étudier le plateau de Gizeh. En étudiant l'implantation des 3 grandes pyramides, il remarque évidemment qu'elles ne forment pas une ligne droite. Il y a un léger décalage, un petit pas de côté. Ce motif lui rappelle quelque chose, la ceinture de la constellation d'Orion. 3 étoiles alignées, dont une légèrement décalée. Et ça a du sens. Orion, c'est la constellation associée au dieu Osiris, le seigneur de l'au-delà, de la renaissance et de l'ordre cosmique. Donc aligner les pyramides sur la ceinture d'Orion, ce serait ancrer au sol le royaume d'Osiris lui-même, comme si Gizeh était le reflet terrestre du ciel des dieux. Sauf que si l'on compare avec précision la position des étoiles aujourd'hui et celle des pyramides, ce n'est pas parfaitement superposé. Il y a un léger décalage. C'est presque parfait. Et ce presque va devenir essentiel. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Comme on l'a mentionné, les Égyptiens ne plaçaient pas leurs monuments au hasard. Ils orientaient leurs temples, leurs avenues, leurs statues vers des moments clés du cycle solaire. Et parmi ces moments, il y en a un absolument central, l'équinoxe. C'est-à-dire que 2 fois par an, le soleil se lève pile à l'est. Ce sont les 2 moments de l'année où jour et nuit sont égaux. Donc l'équinoxe de printemps, autour du 20 mars, et l'équinoxe d'automne, autour du 22 septembre. Pour des peuples qui vivaient au rythme des crues du Nil, de la fertilité des sols et des cycles saisonniers, l'équinoxe était un symbole d'équilibre cosmique. Et l'équinoxe de printemps était le plus important. C'est le renouveau, le réveil du cycle, la montée des eaux, le début du cycle agricole. Pourquoi je vous parle de ça? Regardez le sphinx. Il fixe l'horizon pile à l'est. Il regarde exactement l'endroit où le soleil surgit à l'équinoxe. Cette photo, par exemple, a été prise à l'équinoxe. Si vous étiez prêtre architecte et que vous vouliez épingler ce moment, vous placeriez un marqueur face à l'est. Et c'est précisément ce que fait le sphinx. C'est un marqueur d'équinoxe.
Et c'est d'ailleurs la même logique avec beaucoup d'autres monuments à travers le monde. Poursuivons la théorie de Robert Bauval sans brûler les étapes. Vous avez sans doute déjà entendu parler des âges astrologiques ou des signes du zodiaque. Poisson, Verseau, Bélier, Lion, etc. Derrière cette imagerie, il y a une vraie mécanique céleste. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. C'est-à-dire que l'axe de la Terre n'est pas fixe, il oscille très lentement, un peu comme une toupie qui penche et qui tourne en même temps. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais retenez qu'à cause de ce phénomène, pendant environ 2000 ans, le Soleil se lève à l'équinoxe de printemps devant une constellation du zodiaque différente. C'est ce qu'on appelle un âge astrologique. Donc il y a eu un âge du Taureau, un âge du Bélier, un âge du Poisson, etc. Aujourd'hui, on est à la fin de l'âge des Poissons, qui a commencé autour de la naissance du Christ, et on glisse vers l'âge du Verseau. Pour vous donner un exemple concret, le temple de Karnak en Égypte, qui est l'un des plus monumentaux et spectaculaires, fut construit durant l'âge du Bélier, c'est-à-dire lorsque le soleil de l'équinoxe de printemps se levait avec la constellation du Bélier derrière lui. Et que retrouve-t-on à Karnak ? Une longue allée de sphinx à tête de bélier, alignée jusqu'à Luxor. C'est la signature cosmique de leur temps. Revenons maintenant au sphinx. Donc si vous vouliez qu'un monument représente la constellation qui est derrière le soleil à l'équinoxe de printemps, logiquement, vous lui donneriez la forme de cette constellation. Or, à l'époque de Képhren, vers 2500 ans avant Jésus-Christ, on sort tout juste de l'âge du taureau et on entre dans l'âge du bélier. Si le sphinx avait été conçu entièrement à cette époque, pour marquer l'équinoxe, le symbole logique aurait été un taureau ou un bélier. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. On voit un corps de lion et une tête humaine trop petite, clairement retaillée. Maintenant, si on s'amuse à remonter la grande horloge de la précession, on tombe sur une époque où à l'équinoxe de printemps, le soleil se lève devant une constellation du lion. Cette époque, c'est environ 10 500 ans avant notre ère. On commence tout doucement à y voir plus clair. Un lion de pierre tourné vers l'est, face au lion céleste qui se lève à l'équinoxe. Un marqueur, un post-it cosmique où l'âge du lion est figé dans la roche. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi précisément autour de cette date que l'alignement entre les pyramides et les 3 étoiles de la ceinture d'Orion devient le plus précis. C'est donc à cette époque que le calage Sphinx-Lion et pyramide-ceinture d'Orion est le plus précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette époque, autour de 10 500 avant Jésus-Christ, n'est pas anodine. C'est l'une des périodes les plus chaotiques et les plus mystérieuses de toute l'histoire humaine. On est à la fin du Dryas récent, cette époque de perturbations climatiques violentes qui a duré environ 1200 ans à la fin de la dernière période glaciaire et qui s'est terminée par un réchauffement fulgurant. La fonte des glaces entraîne une augmentation du niveau des eaux spectaculaire et parfois sur de très courtes périodes. C'est d'ailleurs durant cette période qu'une grande partie de la mégafaune disparaît. Les mammouths laineux, les mastodontes, les tigres à dents de sabre, les paresseux géants et beaucoup plus. Mais c'est aussi à cette époque que le plus vieux site mégalithique connu, Göbekli Tepe en Turquie, est volontairement enterré par ses occupants. Soigneusement enseveli, bloc par bloc, comme si l'on voulait préserver quelque chose avant une catastrophe annoncée. Autrement dit, il y a environ 12 000 ans, tout converge. Un changement climatique violent, une montée des eaux qui redessine la planète, des extinctions massives, des migrations humaines forcées et des sites anciens qui disparaissent ou sont scellés. Alors, quand un monument comme le Sphinx semble pointer précisément vers cette même époque, durant l'âge du lion, et que les pyramides se calquent parfaitement sur Orion, aussi à cette période, ça ressemble de moins en moins à une coïncidence. Donc, pour résumer, selon la théorie de Robert Bauval et de Graham Hancock, l'idée n'est pas que les Égyptiens auraient inventé seuls ce langage entre ciel et terre, mais qu'ils l'auraient hérité. La civilisation pharaonique serait alors une nouvelle couche, posée sur les ruines et sur les idées d'une civilisation plus ancienne. Dans ce cadre, une civilisation oubliée aurait pu laisser là un grand lion marqueur d'équinoxe, et les pharaons, bien plus tard, l'auraient adopté, resacralisé et retravaillé. Ce qui expliquerait aussi cette race d'érosion due à l'eau qui ne peuvent pas être contemporaines du temps des pharaons. Et c'est ça qui rend le Sphinx si fascinant. Un gardien d'équinoxe peut être né lion d'une civilisation inconnue que les pharaons auraient adopté à leur tour.
Je ne vous dis pas voilà, c'est prouvé, je vous dis que l'ensemble est cohérent. Mais accrochez-vous, c'est pas fini. Nous devons maintenant parler des textes gravés sur les murs du temple d'Horus à Edfu. Ces textes expliquent eux-mêmes qu'ils ne sont qu'une copie d'un manuscrit beaucoup plus ancien transmis à travers les âges. Un texte tellement précieux, tellement important, que les prêtres ont fini par le graver directement sur les murs du temple pour être sûrs qu'il ne disparaisse jamais. Ces textes racontent qu'une île lointaine, appelée la Terre des Premiers, a été détruite par un déluge et que certains survivants sont venus se réfugier en Égypte. Ils auraient alors fondé de nouvelles buttes sacrées en mémoire de leur monde perdu, destinés à devenir les emplacements des futurs temples et des pyramides. Donc, des êtres civilisateurs, sortis d'un monde englouti, qui ont choisi l'Égypte pour reconstruire leur civilisation. Ce récit, gravé sur les murs du temple d'Horus, fait naturellement écho au mythe de l'Atlantide chez Platon, où il parle, lui aussi, d'une grande île, d'une civilisation brillante, détruite en une seule nuit de feu et d'inondation. Le plus troublant, c'est que Platon donne une date précise pour l'engloutissement de cette cité, et cette date, environ 9000 ans avant Solon, correspond exactement à la période du Dryas récent et à l'âge du lion. Ces textes peuvent aussi rappeler les traditions sumériennes, où des êtres envoyés par les dieux Anunnaki viennent réorganiser la civilisation après un déluge. Alors, qu'est-ce que ça change si cette théorie est juste, même en partie? Si le Sphinx est réellement beaucoup plus vieux qu'on ne le pense, cela veut dire qu'une culture avancée existait des millénaires avant l'Égypte. Une culture capable de concevoir des monuments gigantesques et orientée avec une précision astronomique. Cela veut dire aussi que l'image de simples chasseurs-cueilleurs vivant à cette époque est sans doute fausse ou partiellement fausse. Ça veut dire qu'il manque des pages à notre livre d'histoire, des pages qui ont été arrachées par le temps, par les eaux, par les catastrophes, et dont il ne resterait que quelques temples ou quelques monuments encore si mal compris. Rien de tout cela ne constitue une preuve au sens strict. Cela reste des théories, mais la somme des indices est troublante. L'érosion par la pluie sur un monument censé avoir été construit dans un désert, des textes qui suggèrent que le Sphinx était déjà ancien au temps des pharaons, une tête trop petite sur un corps disproportionné, un alignement entre le Sphinx et la constellation du Lion et entre les pyramides et la ceinture d'Orion qui ne colle vraiment que pour une période très précise, la fin chaotique de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Ajoutez à cela des mythes de déluge, de survivants civilisateurs. Je ne vous demande pas d'y croire, je vous propose simplement de garder la question ouverte. Parce que si le Sphinx est vraiment beaucoup plus ancien, alors notre histoire n'est pas seulement plus longue, elle est aussi beaucoup plus mystérieuse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner.